Août 2025. 7000 mètres d'altitude, pic Pobeda. Une jambe cassée, une tente déchirée par le vent et des chances de survie quasi nulles. L'histoire qui a secoué tout le monde de l'alpinisme a commencé par une simple ascension commerciale. Les événements se sont déroulés rapidement et ont provoqué une énorme réaction parmi les alpinistes. Natalia Nogovitsina s'est retrouvée bloquée à 7000 mètres avec une jambe cassée lors d'une tentative d'ascension du pic Pobeda. Tout s'est passé en quelques jours à peine et la clarté totale n'est toujours pas faite. Les participants à ces événements gardent pour l'instant le silence. Les détails de ce qui s'est passé sur la pente restent dans l'ombre. Mais il est possible de reconstituer la chronologie dans la mesure où les faits disponibles le permettent. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé, il faut remonter en arrière. Le nom de Natalia est apparu dans l'espace médiatique à l'été 2021. À l'époque, en août, elle est partie avec son mari, Sergueï Nogovitsin, pour le Kantengri, un sommet de 7010 mètres. L'ascension a commencé normalement. Le temps se maintenait, l'acclimatation s'est bien passée, la cordée travaillait en harmonie. À 6800 mètres, tout a changé en quelques minutes. Sergueï s'est soudainement senti mal. Natalia a contacté par radio le camp de base où un médecin était de service. La voix à la radio semblait calme, professionnelle. Le médecin travaillait en montagne depuis de nombreuses années, habitué aux appels d'urgence en altitude. Après avoir écouté la description des symptômes, il a supposé un AVC. Le diagnostic a été posé à l'aveugle, sur la base de signes indirects, mais le médecin savait qu'à une telle altitude, tout trouble de la circulation sanguine cérébrale évolue rapidement. L'homme gisait à près de 7 km d'altitude, dans un état critique, incapable de se déplacer par lui-même. Ses seules forces n'auraient manifestement pas suffi à l'évacuer de là. À 6800 mètres d'altitude, l'air contient moins de 40% de l'oxygène disponible au niveau de la mer. Chaque mouvement demande un effort, chaque pas épuise les dernières forces. Il est physiquement impossible de traîner un homme adulte seul sur une pente abrupte. S'ensuivit une conversation dont l'enregistrement a plus tard circulé sur Internet. Dans la voix de l'opérateur, on entendait de la lassitude. Il comprenait ce qu'il disait, et il comprenait que Natalia aussi comprenait tout. « Où est votre position ? » ?»« Sous le dôme, au-dessus de 6800. Comment se sent-il ? » Il ne tient pas assis, il bascule, il parle de manière indistincte. Une pause. À la radio, on n'entend que le bruit du vent et les parasites. Natacha, descendez seule. De toute façon, vous ne pourrez rien faire pour l'aider. Vous m'avez compris ? Terminé. Je comprends, mais je ne peux pas l'abandonner. Une autre pause. Quelque part en bas, dans la chaleur du camp de base, les gens se regardaient. Tous savaient comment cela finirait, mais personne ne pouvait forcer une femme à abandonner son mari mourant. « Natacha, répondez au sud. Vous m'entendez ? Il faut descendre. Le temps se dégrade. Il va bientôt faire nuit. » « Je ne l'abandonnerai pas. Il est complètement sans défense. Je lui donne de l'eau. »« Natacha, avez-vous réussi à creuser un trou ? » Ça n'a pas marché. Il n'y a presque pas de neige. À une telle altitude, la neige est soit balayée par le vent jusqu'à la glace, soit tassée en une masse dense qu'on ne peut creuser sans une scie. Nulle part où s'abriter. La température après le coucher du soleil chutera à -30, peut-être même plus bas. Sans tente, sans abri, dans de minces sacs de couchage conçus pour le mouvement et non pour les bivouacs. Base, répondez. Terminé. Mon mari est très mal. Il a très froid. Il ne bouge pas. Terminé. Natacha, tenez bon. Les gens montent aussi vite qu'ils le peuvent. Ce ne sont pas des robots, ce sont des alpinistes ordinaires. Natalia refuse d'abandonner son mari mourant. Une nuit à une altitude immense et dans le froid latent. Une nuit à 6800 mètres, ce n'est pas le romantisme d'un ciel étoilé et de paysages de montagne. C'est une lutte pour chaque souffle, chaque battement de cœur. L'organisme à cette altitude fonctionne à la limite. Le corps se détruit lentement par manque d'oxygène. Les cellules du cerveau meurent, le cœur bat plus vite, les poumons ne suffisent plus. La nuit, la température corporelle chute, des frissons incontrôlables commencent. Les muscles sont saisis de crampes à cause du froid et de la déshydratation.
La bouche est si sèche qu'il est impossible d'avaler. L'eau dans la gourde gèle. Les doigts des mains et des pieds perdent leur sensibilité. Le premier stade des gelures commence de manière imperceptible. Le matin du 9e août, les sauveteurs les ont atteints. L'ascension a duré toute la nuit. Le groupe a progressé dans l'obscurité, à la lueur des lampes frontales, en s'assurant à chaque section. Au-dessus de 6000 mètres, chaque mètre d'altitude est gagné avec difficulté. Terminé, nous les avons trouvés tous les deux, vivants, tous les deux. Natacha marche seule, l'homme ne peut pas. On les a découverts vivants. Natalia avait passé la nuit en altitude, réchauffant son mari de son corps, lui donnant de l'eau gorgée par gorgée, massant ses mains gelées. Mais Sergueï est mort pendant la descente. À 6400 mètres, il a cessé de respirer. Les sauveteurs ont tenté de le réanimer, mais à cette altitude, c'est presque inutile. Le cœur refuse simplement de redémarrer dans l'air raréfié. Natalia a pu être sauvée. Elle est descendue sur ses propres jambes, avec des gelures aux doigts, déshydratée mais vivante. Après cela, elle a partagé ses souvenirs. Et dans ses paroles, on entendait non pas un traumatisme, mais une sorte de constatation détachée des faits, comme si elle racontait la vie de quelqu'un d'autre. Au début, tout s'est passé comme sur des roulettes. Le jour de notre arrivée, nous sommes tout de suite allés au bureau d'iTravel. Nous avons rempli les papiers, acheté des provisions. Ils nous ont dit « Vous partez demain ». On a eu de la chance avec l'avion aussi. Le soir, nous sommes arrivés, nous nous sommes pesés avec notre chargement. Le matin à 6 heures, l'hélicoptère était déjà là. On n'a pas eu à attendre du tout. Il y a à peine 3 jours, on était à Bichkek et 2 jours plus tard, sur l'Inilchek Sud. Une telle rapidité est une rareté pour le Tian Shan. Habituellement, on passe plusieurs jours au camp de base. On attend la météo, on s'acclimate. Mais parfois, tout s'aligne parfaitement. Une fenêtre météo, un hélicoptère libre, un groupe prêt. Ils nous ont interrogés sur notre expérience. Nous étions prêts, nous avions pris nos carnets d'alpinistes. Il a regardé qui était l'entraîneur, s'est tout de suite détendu. « Bon, allez-y, puisque vous savez jumarder », c'est ce qu'il a dit. Jumarder, c'est monter sur une corde fixe à l'aide de bloqueurs. Une compétence de base en alpinisme de haute altitude. Si tu sais jumarder, ça veut dire que tu n'es pas un touriste sans expérience, que tu connais au moins les bases de la technique. Le 3e jour, nous sommes montés au premier camp. Nous avons installé la tente. Là, nous avons rencontré le 3e participant, un Italien. Il était venu seul, ne parlait qu'anglais. Autour, personne ne connaissait la langue, il ne pouvait même pas se renseigner sur la météo. Il n'avait pas de radio, ne savait même pas qu'on pouvait en louer. Il n'a rien pu apprendre de ses voisins. Il s'est approché de nous, a demandé la météo. Nous lui avons répondu. Il s'est avéré que, comme il était seul, il n'avait ni cordée ni corde. On lui dit « Joins-toi à nous demain, on va passer la bouteille ». C'est comme ça qu'on a fait connaissance. Depuis, l'Italien a progressé avec nous. La bouteille est le nom d'argot d'une section du Kantengri, un étroit couloir de glace dont la forme rappelle un goulot de bouteille. Techniquement difficile, mais franchissable. En montagne, c'est souvent comme ça. Un alpiniste solitaire se joint à un groupe et personne ne refuse. Parce qu'en montagne, il y a une règle tacite. Aide tant que tu peux, car demain, c'est peut-être toi qui auras besoin d'aide. Ensuite, nous avons marché presque sans nous arrêter. Moi devant, lui sur la corde derrière. Je me retournais de temps en temps. Il disait toujours « Vas-y, vas-y ». Quoi ? Genre, il ne faut pas s'arrêter. On avançait comme ça tout le temps. Puis on a décidé de faire une pause, de boire du thé. On s'est arrêté à un relais. Il dit « Laisse-moi passer devant ». Je dis « D'accord, vas-y ». Il a passé 2 longueurs de corde et s'est arrêté. Je me dis « C'est un peu tôt pour faire une pause, on venait de s'asseoir ». Bon, je me dis peut-être qu'il doit arranger quelque chose. Je monte vers lui, je lui demande ce qu'il se passe. La tragédie, c'est qu'il a eu une gelure foudroyante. Pourquoi ? C'est toujours un mystère. Avoir une gelure foudroyante signifie que les gelures ont commencé, brusquement, soudainement, sans signes avant-coureurs.
Ça arrive. Une personne marche normalement, rien ne fait mal, rien n'inquiète. Et puis, d'un coup, les doigts se transforment en bois. La circulation sanguine est perturbée, les vaisseaux se contractent et le processus est enclenché. En altitude, cela se produit plus rapidement qu'en bas. Vous savez, c'est étrange, mais je n'avais pas peur de mourir. J'avais peur de rester handicapé, d'avoir des gelures, qu'on me coupe les mains et les pieds. Que ferais-je alors ? C'est ça qui m'effrayait le plus. C'était probablement le plus effrayant. Ça, précisément. Mais qu'on puisse mourir, non. C'est une réaction typique pour les personnes se trouvant dans une situation extrême en altitude. La mort semble être une abstraction, une perspective lointaine, alors que le handicap est concret et terrifiant, parce que tu t'imagines sans doigts, sans mains, et tu comprends que la vie deviendra complètement différente. Après, j'ai parlé au docteur, je lui dis « Non, on reste ». Mon mari me dit « Mais ils savent mieux que nous, vas-y, s'ils te le disent, vas-y, ils savent mieux ». J'ai dit « Ne me prends pas la tête, pas maintenant, ma décision est prise, c'est tout ». Après ça, mon mari m'a serré dans ses bras et j'ai compris que la décision était la bonne. Dans cette étreinte, il y avait tout. Le pardon, la gratitude, la compréhension. Sergueï savait qu'il condamnait sa femme à mourir avec lui, mais il était reconnaissant de ne pas mourir seul. 1 an plus tard, Natalia est retournée au Khan Tengri et a installé une plaque commémorative en mémoire de son mari décédé. L'ascension a été difficile. Chaque virage du sentier, chaque rocher familier ravivait les souvenirs. Elle montait seule, emportant avec elle une plaque de métal avec le nom de Sergueï. Elle l'a installée à l'endroit où il est mort. Elle est restée un moment en silence, regardant le glacier en contrebas. Puis elle a fait demi-tour et est redescendue. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé cette année. En août 2025, Natalia Nogovitsina s'envole pour le Kirghizistan pour gravir le pic Pobeda, le point culminant du pays, à 7439 mètres. Elle voulait également dédier cette ascension à la mémoire de son défunt mari, Sergueï. Pour elle, ce n'était pas seulement un projet d'alpinisme, mais une façon de terminer ce qu'ils avaient commencé ensemble. Certaines sources ont écrit qu'elle faisait partie d'un groupe commercial, ayant payé 400 000 roubles pour l'organisation. En principe, c'est réaliste. Ce genre de voyage est pratique. Tout est organisé, le transfert, la nourriture, l'installation des camps sont gérés sans votre participation. Le prix pour un tel service est tout à fait raisonnable. Vous arrivez simplement avec votre sac à dos, on vous accueille, on vous emmène au camp de base, on vous nourrit, on vous acclimate selon un programme, on vous guide sur l'itinéraire. Pour ceux qui ne veulent pas s'occuper de la logistique et de la bureaucratie, c'est l'option optimale. Dans la presse, on a vu circuler des informations selon lesquelles Natalia était une alpiniste inexpérimentée, qui allait rarement en montagne et ne comprenait rien à l'alpinisme. C'est un mensonge éhonté, diffusé par des journalistes qui n'ont jamais tenu un piolet de leur vie. L'ascension du pic Pobeda devait compléter le programme du Léopard des Neiges, un titre honorifique de l'alpinisme russe décerné pour l'ascension des 5 sommets de plus de 7000 mètres de l'Aix-sur-SS, le pic Lénine, le pic Korzenevskoï, le pic du communisme, le Khan Tengri et le pic Pobeda. C'est un niveau d'alpinisme sérieux, on ne l'obtient pas comme ça. Son expérience était plus que sérieuse. Natalia se dirige vers la montagne dans une équipe de 2 cordées, elle et un alpiniste, Roman. La deuxième cordée est composée de 2 étrangers, l'Italien Luca Sinigalia et l'Allemand Günther Siegmund. Natalia connaissait au moins Luca auparavant, ils s'étaient rencontrés au Khan Tengri 4 ans plus tôt, où l'Italien avait aidé à faire descendre le couple en difficulté. La sœur de l'alpiniste italien, Patrizia, a raconté que cette expérience les avait beaucoup rapprochés. Après l'ascension, ils ont beaucoup discuté, correspondu, convenu de se retrouver sur un sommet. Luca était un alpiniste de haute altitude expérimenté. Il avait gravi des sommets dans l'Himalaya. Il savait ce que c'était que de travailler à 7000 mètres. Le 12 août, les alpinistes commencent l'assaut du pic Pobeda. Le départ du camp d'assaut est prévu à 2 heures du matin, une pratique standard pour les ascensions en haute altitude.
Il faut marcher dans l'obscurité pour être plus haut au lever du soleil et commencer à redescendre vers midi, lorsque le soleil réchauffe les pentes et que les chutes de pierre commencent. Günther Siegmund réussit à atteindre le sommet. L'Allemand avançait fort, avec assurance, avec une bonne réserve de force. Il a atteint le point culminant, a pris quelques photos, puis a entamé la descente. Luca Sinigalia fait demi-tour plus tôt, renonçant à l'ascension. Le sauveteur Alexandre Semenov a raconté plus tard « Luca a fait demi-tour. Il est resté dans une grotte à 6900 mètres sur la crête, à peu près à mi-chemin. Après le sommet, Günther est redescendu jusqu'à la grotte et a trouvé Luca sans force. Il se reposait, récupérait. Il est possible que l'Italien ait commencé à souffrir du mal des montagnes, ou qu'il ait simplement manqué de force. À une telle altitude, l'organisme travaille à l'usure, et il est impossible de prédire quand la limite sera atteinte. Les deux étrangers retournent au camp d'assaut. La cordée de Roman et Natalia Nogovitsina se dirige également vers le sommet. Roman atteint le pic Pobeda. Natalia suit. A-t-elle été au sommet même? Ce n'est pas tout à fait clair. Certaines sources affirment que oui, d'autres qu'elle a fait demi-tour à quelques dizaines de mètres du point culminant. Dans tous les cas, elle a parcouru la majeure partie de l'itinéraire. Lors de la descente sur l'étroite crête reliant le sommet principal du pic Pobeda au pic Vajapshavela, la tragédie se produit. Natalia tombe et se casse la jambe. Cette crête est l'une des sections les plus dangereuses de l'itinéraire. Étroite, glacée, avec des précipices des deux côtés. La moindre erreur, la moindre perte d'équilibre, et c'est la chute. Natalia tombe à une altitude de 7140 mètres, tout au début de la crête de 4 km entre les deux sommets. Son partenaire, Roman Makrinsky, fait 2 chutes sur l'étroite crête sommitale. Il arrête lui-même la première chute en plantant son piolet dans la pente de toutes ses forces. La corde se tend, le choc frappe le corps, mais l'assurage tient. La deuxième chute se produit quelques minutes plus tard. Lors de cette seconde chute, Natalia, en l'assurant, encaisse le choc et tombe, heurtant la glace. Le craquement de sa jambe est audible même à travers le hurlement du vent. Fracture. La douleur à 7000 mètres d'altitude est ressentie différemment d'en bas. Elle n'arrive pas tout de suite, mais par vagues, après quelques secondes. D'abord, un simple engourdissement, puis un éclair vif, puis une lourdeur sourde et oppressante. La jambe n'obéit plus, ne se plie plus, se transforme en un poids mort. Natalia comprend qu'elle ne pourra pas descendre seule. Roman lui prodigue les premiers soins, lui donne des analgésiques, kétorolac, ibuprofène, tout ce qu'il y a dans la trousse de secours. Il essaie de fixer la jambe avec une attelle improvisée, faite d'un piolet et de bâtons de trekking. Mais à cette altitude, même les actions simples épuisent les dernières forces. Les mains tremblent, les doigts n'obéissent pas, la respiration est saccadée. Il la traîne sous un rocher au début de la crête, un endroit relativement protégé du vent. Au moins, là, le vent ne souffle pas autant, on peut s'abriter du flux direct d'air glacial. L'altitude de 7140 mètres est extrêmement difficile pour les opérations de sauvetage. De plus, ce n'est pas une pente douce, mais une crête étroite, avec des sections rocheuses complexes. On ne peut progresser qu'un par un, avec un assurage minutieux à chaque pas, sinon le risque de tomber dans un précipice de plusieurs kilomètres est immense. Porter quelqu'un dans ses bras est physiquement irréalisable. Vos propres forces suffisent à peine à déplacer votre propre corps. Chaque pas est une lutte contre la gravité, contre le vent, contre le manque d'oxygène. Roman prend la seule bonne décision, laisser Natalia et descendre au camp chercher de l'aide. Il n'y a pas d'autre issue. Rester avec elle signifierait condamner les deux à la mort. Descendre ensemble est impossible, elle ne peut pas bouger. Il lui laisse son sac de couchage, son thermos avec les restes de thé chaud, quelques barres énergétiques. Il promet de revenir avec de l'aide le plus vite possible. Natalia reste à une altitude immense, sans tente, avec une jambe cassée. Une nuit glaciale l'attend. Une nuit à 7000 mètres, c'est une mort lente.
La température chute à -35. Le vent se renforce, transperçant toutes les couches de vêtements. Le sac de couchage aide, mais ne sauve pas. Il est conçu pour être utilisé à l'intérieur d'une tente, pas sur une crête exposée. Le corps commence à se refroidir, d'abord les extrémités, puis le torse. La conscience s'embrouille, les pensées deviennent visqueuses, lentes. Roman descend au camp d'assaut où se trouvent les étrangers Günther et Luca, et les informe de l'accident. Il atteint le camp en quelques heures, complètement épuisé, avec des gelures aux doigts. Luca, qui était manifestement ami avec Natalia, en apprenant la nouvelle, se prépare immédiatement à partir la secourir. Il n'hésite pas, ne pèse pas les chances. Il se lève simplement et commence à faire son sac. Günther se joint à lui. Le lendemain, le 13e août, l'Allemand et l'Italien partent vers le sommet. L'ascension est difficile. Ils ont déjà dépensé leurs forces lors de l'assaut de la veille, n'ont pas eu le temps de récupérer, et maintenant ils grimpent à nouveau, emportant avec eux du matériel supplémentaire, une tente, un sac de couchage, un réchaud, du gaz, de la nourriture. Chaque kilogramme supplémentaire à cette altitude est ressenti comme 10. Ils atteignent Natalia avec d'énormes difficultés. À ce moment-là, elle a déjà passé plus de 24 heures sur la crête. Complètement épuisés, ils sont contraints de passer la nuit à côté d'elle. Mais ils apportent un sac de couchage, un réchaud, une bouteille de gaz, un peu de nourriture et, surtout, ils montent une tente. Une petite tente pour 2 personnes, mais c'est déjà un abri, une protection contre le vent. Cela aurait pu l'aider à tenir jusqu'à l'arrivée des sauveteurs. Comme déjà mentionné, la faire descendre manuellement est pratiquement irréalisable en raison du relief complexe, pas seulement à cause de l'altitude. Pour descendre une personne avec une fracture sur une telle crête, il faut une équipe d'au moins 6 à 8 alpinistes de haute altitude, expérimentés, acclimatés, avec un équipement de sauvetage complet. Il faut une civière, des systèmes de poulies, des dizaines de mètres de cordes, des points d'assurage à chaque section. Cela prendrait des jours, peut-être une semaine. Et la météo sur le pic Pobeda n'accorde pas une semaine. Günther et Luca, le partenaire de Natalia, qui, selon certaines informations, a également subi des blessures et des gelures lors de ses chutes, commence sa descente vers le camp inférieur à 4800 mètres, à la fin de la cascade de glace. Il descend lentement, avec des arrêts, ne sentant presque plus ses jambes. Günther et Luca sont contraints de laisser à nouveau Natalia pour retourner à un camp sûr. Rester avec elle signifierait mourir eux-mêmes, car la nourriture et le gaz s'épuisent, et sans boisson chaude à cette altitude, on ne peut pas survivre. Pendant la descente, Luca perd une moufle. Emporté par le vent, il n'a même pas eu le temps de réagir. Sa main commence instantanément à geler. Il subit une grave gelure à la main. Les doigts blanchissent d'abord, puis bleuissent, puis ne sont plus du tout sensibles. Malgré cela, le 14 août, Luca, avec Günther, décide d'entreprendre une deuxième tentative de sauvetage. Sa main est enflée, la douleur est telle qu'il a envie de crier, mais il se prépare à remonter. Parce que là-haut se trouve son ami, qui a autrefois survécu à un cauchemar similaire. Et il ne peut tout simplement pas l'abandonner. Le 14 août, déjà avec une main gelée, Luca Sinigalia et l'Allemand Günther Sigmund tentent de passer par le pic Vajab-Chavela, mais ils sont pris dans le mauvais temps. En montagne, la météo change en quelques minutes. Il y a 1 heure, le ciel était clair, et maintenant la visibilité est nulle, le vent vous fait tomber. Un violent blizzard les oblige à passer la nuit dans une grotte de neige à 6800 mètres. Ils creusent la grotte avec leurs mains, leurs piolets, en grattant la glace d'une dépression naturelle dans la roche. Les conditions à l'intérieur sont légèrement meilleures qu'à l'extérieur, au moins le vent ne souffle pas directement. Les conditions s'aggravent d'heure en heure. Un vent violent se lève, la température nocturne chute en dessous de -30. Le gaz s'épuise, la dernière portion d'eau chaude a été bue le soir même. La déshydratation s'intensifie, les lèvres se gercent, la langue enfle. Bloqués par le mauvais temps dans la grotte, les étrangers contactent le camp de base par radio pour demander une consultation médicale. Luca parle avec difficulté, il bute sur les mots, les confond.
D'après les symptômes décrits, le médecin a suspecté un début d'œdème cérébral chez l'Italien, maux de tête, nausées, confusion, troubles de la coordination. Il a ordonné une descente d'urgence, car un œdème cérébral en altitude évolue rapidement et a une issue fatale. Mais Luca n'est déjà plus capable de se déplacer seul. Günther essaie de le relever, mais l'Italien retombe, incapable de tenir sur ses jambes. Le matin du 16e août, affaibli par une grave gélure à la main et un œdème cérébral croissant, Luca Sinigalia meurt dans la grotte de neige. Son corps se trouve toujours quelque part, à 6800 mètres, recouvert par la neige. L'alpiniste Alexandre Semonov a déclaré plus tard « Avant sa mort, il a connu une agonie terrible. Il a tenté de se jeter de la falaise, des parois de la grotte, il a tenté de se débarrasser de sa main. C'était vraiment très dur. » On ne sait pas d'où Semonov tient cette information. Peut-être que Günther l'a raconté plus tard, une fois redescendu et revenu à lui. Peut-être est-ce une reconstitution basée sur des signes indirects. L'œdème cérébral en altitude est l'une des pires façons de mourir en montagne. La conscience s'embrouille, des hallucinations commencent. La personne cesse de percevoir la réalité de manière adéquate. Elle peut se déshabiller dans le froid, tenter de se jeter hors de la tente, ou commencer à se mutiler sans ressentir la douleur. Pendant tout ce temps, Natalia Nogovitsina reste dans la tente sur la crête du pic Pobeda. C'est déjà son 5e jour en altitude. La nourriture est terminée depuis longtemps, l'eau aussi. On peut faire fondre la neige dans sa bouche, mais cela prive le corps de chaleur et accélère l'hypothermie. La jambe cassée est enflée, impossible de retirer la chaussure. Les gelures aux doigts sont très probablement déjà irréversibles. Le chef du camp de base, Dmitri Grekov, a répondu aux questions des journalistes de manière sèche et sans détour. Il ne faut pas la chercher. Nous savons où elle est. Il est simplement impossible de l'atteindre. Personne n'a jamais été évacué de là dans toute l'histoire des ascensions. Il est irréalisable de la descendre à la main, seulement par hélicoptère. Il n'y a pas de tels hélicoptères au Kirghizstan. C'est la vérité, et tout alpiniste de haute altitude expérimenté le comprend. La victime se trouvait à une altitude de plus de 7000 mètres. Les opérations de sauvetage par hélicoptère sont rarement menées au-dessus de 6000 mètres. L'air y est si raréfié que la portance des pales diminue considérablement. Il faut un équipement spécial, des pilotes professionnels ayant l'expérience des vols en haute altitude et une audace folle de l'équipage. La probabilité de ne pas revenir de telles opérations est extrêmement élevée. La portance d'un hélicoptère à 7000 mètres chute à tel point que l'appareil est pratiquement incapable de faire du vol stationnaire, sans parler de prendre un poids supplémentaire à bord. Les courants d'air en montagne sont si imprévisibles que même les pilotes expérimentés s'écrasent souvent contre les rochers. Le vent peut projeter un hélicoptère contre une paroi en 1 seconde et aucune réaction ne peut le sauver. Dans l'Himalaya, quelque part au Népal, où l'alpinisme commercial est largement développé et où les enjeux financiers sont tout autres, trouver un tel hélicoptère et un pilote prêt à prendre le risque est sans aucun doute plus facile qu'au Kirghizistan. Il y a des entreprises spécialisées dans les opérations de sauvetage en haute altitude, des pilotes expérimentés dans les vols vers l'Everest et du matériel adapté aux conditions extrêmes. Malgré cela, le 16e août, une autre tentative d'évacuation a été entreprise avec la participation des autorités kirghizes. Le ministère de la Défense a envoyé un hélicoptère Mi-8, une bête de somme, une machine fiable, mais non conçue pour travailler à de telles altitudes. En plus de l'équipage, 6 sauveteurs étaient à bord, dont l'alpiniste Vitali Akimov, qui dirigeait vraisemblablement l'opération. La mission, récupérer l'alpiniste allemand Günther, toujours dans la grotte de neige, à côté du corps de son camarade italien, et porter secours à Romain, qui n'était pas non plus en grande forme. Si le temps et l'altitude le permettaient, s'approcher au plus près de Natalia pour que les sauveteurs puissent d'une manière ou d'une autre la hisser à bord. C'était une tentative désespérée, tout le monde le savait, mais il fallait essayer. D'ailleurs, la météo ces jours-là était épouvantable. Pendant la journée, la température dépassait rarement les -24 degrés, avec un vent fort, des rafales allant jusqu'à 40 mètres par seconde.
La visibilité changeait toutes les heures, parfois relativement claire, parfois un brouillard blanc complet. L'hélicoptère entre dans une zone de turbulence à l'approche du camp d'altitude. La machine commence à être secouée comme un jouet. Le pilote essaie de stabiliser, mais un trou d'air aspire l'appareil vers le bas. Il effectue un atterrissage brutal sur la pente au-dessus de 4000 mètres. Lors de l'atterrissage, le fuselage heurte violemment la pente. On entend un grincement de métal, des cris à l'intérieur de la cabine. Les sauveteurs eux-mêmes se sont retrouvés dans une situation difficile. Il fallait maintenant les secourir eux aussi. De plus, presque tout le monde à bord a été blessé par le choc. Le pilote, une fracture par compression de la colonne vertébrale, l'une des blessures les plus graves. Un sauveteur de la compagnie Aksai Travel, une luxation des os du bassin, incapable de se lever. Les autres, des contusions, des entorses, de possibles fractures de côte. On suppose que c'est Aksai Travel qui a vendu le voyage à Nogovitsina pour ses 400 000 roubles. C'est pourquoi de nombreux médias ont ensuite écrit que ce n'étaient pas des sauveteurs qui sauvaient, mais une entreprise privée, insinuant l'irresponsabilité et l'incompétence. C'est faux et manipulateur. Le fait est que les opérations de sauvetage à une telle altitude sont de toute façon menées par des alpinistes, et non par des services de secours gouvernementaux. Les sauveteurs de l'État n'ont pas l'expérience du travail à des altitudes supérieures à 5 ou 6 000 mètres, et ne gardent pas en permanence des alpinistes de haute altitude au cas où. Ce n'est pas économiquement viable de maintenir une équipe de professionnels pour des cas rares. Pratiquement toutes les opérations de sauvetage en haute altitude dans le monde sont une sorte de volontariat de la part de ceux qui se trouvent à proximité, sont prêts à aider et possèdent les compétences nécessaires. Ce sont les alpinistes eux-mêmes, présents dans la région à ce moment-là, qui sauvent, et non de mythiques sauveteurs professionnels avec des hélicoptères prêts à décoller. L'hélicoptère effectue un atterrissage brutal. Tous subissent des blessures de gravité variable. L'alpiniste Vitaly Akimov. Une blessure au dos, douloureuse, mais qui lui permet de bouger. Les sauveteurs eux-mêmes doivent être évacués. Cependant, une partie de l'équipage et des sauveteurs encore capables de marcher quittent l'hélicoptère accidenté et se dirigent vers les alpinistes en détresse. Ils se déplacent lentement, malgré la douleur, en s'assurant mutuellement. Ils réussissent à récupérer Roman Makrinsky et l'Allemand Günther Siegmund, qui étaient entre-temps descendus de la grotte jusqu'à 5300 mètres. L'Allemand marche seul, avec difficulté, mais il marche. Roman tient à peine sur ses jambes. Un deuxième hélicoptère, un Mi-17 plus puissant, décolle rapidement pour eux. Le pilote agit avec prudence, connaissant le sort du premier appareil. Les blessés, le Russe Roman et l'Allemand Günther Siegmund, sont transportés à l'hôpital de Bichkek. Selon la Fédération d'alpinisme, l'état de Siegmund est jugé grave. De fortes gelures aux extrémités. Une amputation des doigts sera peut-être nécessaire. Épuisement général, déshydratation, stade initial d'un œdème pulmonaire. Vitaly Akimov, malgré sa blessure au dos subie lors de l'atterrissage brutal, reste sur la montagne et dirige la suite des opérations de sauvetage. Cela demande une force de volonté incroyable. Chaque mouvement provoque une douleur dans la colonne vertébrale, mais il comprend que s'il part maintenant, la coordination de l'opération s'effondrera. À ce moment-là, les 16 et 17 août, de nombreux experts et alpinistes supposent que Nogovitsina est déjà morte. Les basses températures, le vent d'ouragan, le minimum de nourriture et d'eau, une blessure grave, une altitude de plus de 7000 mètres, tout cela n'augurait rien de bon. Le corps humain n'est pas conçu pour survivre dans de telles conditions plus de 2 ou 3 jours. Le 18 août, sur le canal Telegram Mountain Incidents, où se réunit la communauté des alpinistes, la sœur de Natalia, Yulia Nikova, a écrit « Les sauveteurs qui s'apprêtaient à monter vers elle sont actuellement occupés à faire descendre d'autres gars, gelés mais marchant seuls. Elle ne peut pas bouger. Le temps joue contre elle. Je ne sais pas combien de nourriture et de gaz il lui reste. On ne me donne pas le numéro de téléphone du chef du camp de base, donc on ne sait pas quand et si une aide sera apportée à ma sœur.
Aidez-la si vous le pouvez. De quoi parle Yulia? Du fait que les services de secours du Kirghizistan n'étaient pas inactifs, mais plutôt catastrophiquement surchargés de travail. Ils ne sauvaient pas une ou deux personnes, mais un groupe énorme. Attention, 62 alpinistes se sont retrouvés simultanément en détresse en raison d'une détérioration soudaine de la météo. Le service de presse du ministère des Situations d'urgence du Kirghizistan rapporte en langage officiel et sec: des pilotes militaires des forces de défense aérienne de la République kirghize sont impliqués dans l'opération. La veille, le temps a enfin permis de reprendre les opérations de sauvetage après une interruption de 3 jours. 2 hélicoptères du ministère de la Défense ont effectué 6 vols vers l'épicentre des événements au camp de base Inilchek Sud et Poliana. 62 alpinistes, touristes et sauveteurs secourus ont été transportés avec succès en lieu sûr. 30 personnes ont été évacuées du camp Inilchek Nord, des citoyens du Royaume-Uni, de Chine, du Kazakhstan, de Russie et du Kirghizistan. Le corps du citoyen russe Alexei Ermakov, 38 ans, décédé le 16 août dans la région du pic Khan-Tengri lors d'une tentative d'ascension, a également été transporté en bas. Une partie des blessés, souffrant de traumatismes et de gelures, a été envoyée dans les établissements médicaux de Bichkek pour recevoir des soins qualifiés. Pour le dire gentiment, les sauveteurs et les pilotes avaient plus qu'assez de travail. La priorité était donnée à ceux qui étaient physiquement accessibles et qui pouvaient réellement être sauvés. Une approche rationnelle et dure. Sauver ceux qui ont une chance. De plus, de nombreux experts affirmaient déjà publiquement à l'époque que Natalia Nogovitsina était très probablement morte depuis longtemps. Cependant, le 17 août, ils ont réussi à lancer un drone avec une caméra. Un quadricoptère, un modèle commercial ordinaire, mais adapté pour les vols en altitude. Le drone s'est approché suffisamment près de la tente sur la crête pour que l'opérateur au camp de base puisse distinguer les détails. Et il a vu. Natalia faisait signe de la main. Lentement, faiblement, mais elle faisait signe. On voyait une silhouette dans une doudoune vive, on voyait un mouvement. Par conséquent, le 5e jour après sa fracture, après avoir passé près d'une semaine à plus de 7000 mètres d'altitude, elle était toujours en vie. Cela a changé la situation. Les opérations de sauvetage qu'on s'apprêtait déjà à arrêter ont été poursuivies. Un espoir était né. Le 19 août, le drone a de nouveau pu s'approcher au plus près du site. Le temps s'était légèrement amélioré, le vent s'était calmé. Les images de la caméra ont montré une scène plus alarmante. Natalia gisait dans son sac de couchage, ne bougeant presque pas. Dormait-elle? Avait-elle perdu connaissance ou ne respirait-elle déjà plus? Difficile de le déterminer avec certitude. La tente était partiellement déchirée par le vent. Un pan de la toile claquait au vent, l'entrée était ouverte. Même si elle était encore en vie, il était évident qu'il ne lui restait pratiquement plus de nourriture ni d'eau, et qu'elle avait certainement déjà subi de très graves gelures à toutes les extrémités. 7 jours à une telle altitude, sans nourriture chaude, sans possibilité de bouger, c'est au-delà des capacités humaines. Alexandre Yakovenko, président de la commission d'alpinisme classique de la Fédération d'alpinisme de Russie, a commenté aux journalistes quelques heures après avoir reçu ces images: « Les sauveteurs ne peuvent physiquement pas attendre le site en raison du mauvais temps persistant. Le contact avec la victime est perdu depuis plusieurs jours. On ne sait pas si elle est vivante ou non. Les opérations de sauvetage se poursuivent en permanence. Elles n'ont pas cessé une seule heure. Mais à cause du vent de tempête et de la mauvaise visibilité, le groupe ne peut pour l'instant pas monter au-dessus de 6400 mètres. » Un autre message officiel des sauveteurs le même jour: « L'alpiniste est allongé dans un sac de couchage à une altitude d'environ 7000 mètres sur la crête du pic Pobeda. La température de l'air dans la zone de l'accident est de moins 23 degrés Celsius, ressentie comme moins 40 avec le vent. Selon des informations préliminaires, un groupe de sauveteurs de la République kirghize devait partir mardi vers le lieu où se trouve l'alpiniste russe. Cependant, l'ascension depuis le camp sûr le plus proche pourrait prendre de 5 à 6 jours dans des conditions météorologiques idéales.
L'un des camps le plus proche du lieu de l'accident sur le pic Pobeda, d'où il est techniquement possible de lancer une opération de sauvetage, est le camp Inilchek Sud, situé 3,5 km plus bas en verticale. En ce moment, plusieurs alpinistes de haute altitude expérimentés se rassemblent en un groupe distinct, indépendamment des sauveteurs officiels, pour partir à sa recherche. La tente de la victime se trouve à peu près dans la même combe sur la crête où, il y a quelques années, l'alpiniste russe Mikhail Ishoutine est décédé. Son corps n'a toujours pas été évacué. Le lieu est techniquement inaccessible pour une descente par des hommes. Depuis le point où se trouve la victime, s'étend une longue crête, techniquement complexe. Par temps idéal, une équipe nombreuse, forte et bien acclimatée de 8 à 10 personnes aurait besoin d'au moins 2 jours pour organiser la descente avec des systèmes de poulies et des civières. Une partie des sauveteurs ayant participé à l'opération d'évacuation de l'alpiniste allemand et russe ont été gravement blessés lors du crash de l'hélicoptère et ne pourront pas physiquement participer aux opérations futures. Chaque jour, la température moyenne sur le pic diminue. La fin de la saison d'alpinisme approche. Pour demain, les météorologues prévoient une baisse à moins 26 degrés et des chutes de neige avec un vent fort. Natalia ne donne plus de signes de vie. Le drone tourne au-dessus de la tente. L'opérateur essaie de distinguer le moindre mouvement, mais rien. Seulement le tissu de la tente qui claque au vent. Les Italiens entrent en scène. La mort de Luca Sinigalia a secoué la communauté alpine italienne. Leurs médias publient des messages urgents. 3 alpinistes italiens expérimentés se sont déjà envolés vers cette région du Tian Shan pour tenter de sauver l'alpiniste russe Natalia Nogovitsina, qui se trouve depuis plus d'1 semaine à une altitude critique en raison d'une fracture de la jambe. Notre compatriote Luca Sinigalia est mort en tentant de lui porter secours. Selon des sources d'information au Kirghizistan, le contact radio avec l'alpiniste russe est complètement perdu depuis plusieurs jours. Par conséquent, son sort réel après le long temps écoulé depuis l'incident reste incertain. Il n'est pas exclu qu'elle soit déjà morte, mais cela ne pourra être établi de manière définitive que par un contact physique. Les Italiens n'expriment pas seulement leurs condoléances, ils agissent. Ils se préparent à s'envoler à bord d'un hélicoptère spécial Airbus H125, anciennement connu sous le nom d'Eurocopter AS350, qui, contrairement au Mi-8 soviétique, est spécialement conçu pour les opérations en haute altitude et peut fonctionner de manière relativement stable jusqu'à 7500 mètres. Plus important encore, cet appareil sera piloté par 2 pilotes italiens ayant une vaste expérience des opérations de sauvetage en haute altitude. L'un d'eux, selon plusieurs sources, était Simone Moreau, une figure légendaire du monde de l'alpinisme de haute altitude. L'homme qui a fait cordée avec Anatoly Boukriev sur l'Annapurna dans les années 90 et qui travaille maintenant depuis de nombreuses années comme pilote sauveteur dans l'Himalaya, basé au Népal. Des gars super professionnels, avec des milliers d'opérations en altitude et des centaines de vies sauvées à leur actif. Mais pour décoller, il faut une autorisation officielle du ministère des situations d'urgence du Kirghizistan. Procédure bureaucratique, accord, autorisation de vol dans une zone frontalière. Les Italiens attendent. Le 19 août, un groupe de 8 alpinistes expérimentés et en bonne condition physique est finalement parti à la rencontre de la victime. Acclimaté, avec un équipement complet, déterminé. Mais à cause du vent qui s'était renforcé, du blizzard et de la neige profonde et meuble sur les pentes, le groupe n'a pas pu dépasser l'altitude de 6600 mètres. La visibilité est tombée à 0, le vent les faisait tomber, chaque pas s'enfonçait jusqu'aux genoux dans la neige. Poursuivre l'ascension signifiait mettre en danger la vie des 8 hommes. Le groupe a fait demi-tour. Le 21 août, les premières informations officieuses sur la mort de Natalia Nogovitsina ont commencé à circuler. Des sources au camp de base, des connaissances de sauveteurs, des formulations prudentes sur les réseaux sociaux. Le 23 août, les autorités kirghizes ont officiellement annoncé la fin des opérations de sauvetage actives. Dmitri Grekov, coordonnateur de l'opération, donne un commentaire détaillé à la presse.
Le chef du camp de base du pic Pobeda, Vitali Akimov, a personnellement dirigé le dernier groupe de secours qui est monté sur la crête jusqu'à l'endroit où se trouvait Nogovitsina. Mais il faut comprendre le contexte. Avant cela, le 16, Vitali était à bord de ce même hélicoptère avec la même équipe de sauveteurs qui s'est écrasée et a fait un atterrissage d'urgence brutal sur la pente. Tous les gars dans cette machine ont été sérieusement blessés lors du choc. Maintenant, Vitali est remonté, a pris la tête du groupe, a atteint l'altitude de 6100 mètres. Là, il a commencé à avoir de fortes douleurs dans le dos, des élancements dans la colonne vertébrale. Apparemment, la blessure lors de la chute de l'hélicoptère était plus grave qu'il ne le semblait au départ. L'adrénaline l'a tenu les premiers jours, puis son corps a commencé à lâcher. Vitali a pris la décision de faire demi-tour avec tout le groupe, a ordonné à tout le monde de redescendre. C'était la seule décision raisonnable dans ces conditions. Le groupe de secours a été évacué d'urgence par hélicoptère vers le camp d'Inilchek. Les opérations de sauvetage actives sur le pic Pobeda sont officiellement terminées. Le chef du ministère des situations d'urgence du Kirghizistan, Adil Shakdirov, a fait un commentaire bref mais concis aux journalistes. Tous les experts que nous avons consultés sont d'accord. Natalia Nogovitsina est très probablement décédée il y a plusieurs jours. Mais nous ne pouvons pas officiellement donner cette information et déclarer une personne décédée tant que le personnel médical ou les sauveteurs n'ont pas pris son pouls, n'ont pas constaté physiquement la mort. Le drone avec caméra ne peut techniquement pas être lancé en ce moment en raison du mauvais temps persistant et du vent fort en altitude. Pour déclarer officiellement et légalement Natalia Nogovitsina décédée, les membres des services de recherche ou les sauveteurs doivent monter sur les lieux et examiner le corps. Selon la législation de la République kirghize, jusqu'à ce moment, elle sera considérée comme portée disparue pendant encore 5 ans. La saison d'alpinisme sur le pic Pobeda est terminée. Les températures ont chuté, les vents se sont renforcés, il est tombé tellement de neige que les itinéraires sont devenus impraticables. Par conséquent, il est très probable que quelqu'un n'atteindra l'endroit où Natalia est restée qu'au printemps ou à l'été 2026, au début de la nouvelle saison. Bien que des informations d'alpinistes indiquent déjà que la tente a été définitivement emportée par le vent, qu'elle n'est tout simplement plus là, il n'est pas certain que le corps soit un jour retrouvé. Il est possible qu'il soit tombé de la crête ou qu'il soit si profondément enseveli sous la neige qu'on ne puisse le trouver. Le corps de l'Italien Luca Sinigalia, mort dans une tentative héroïque de sauver son ami, se trouve également toujours quelque part sur la montagne, à 6800 mètres d'altitude. L'alpiniste Natalia Nogovitsina est restée pour toujours dans les montagnes du Tian Shan. Était-elle vivante lors des derniers jours des opérations de sauvetage, lorsque le drone la filmait allongée dans son sac de couchage? Difficile à dire avec certitude. Mais il est tout à fait plausible de supposer que oui. Le corps humain est capable de choses incroyables lorsqu'il s'agit de survie. La question de la descente du corps lors de la prochaine saison d'alpinisme est également extrêmement complexe et ambiguë. Il est très probable qu'il ne sera pas descendu. L'évacuation d'un corps à plus de 7000 mètres sur une crête techniquement difficile pourrait entraîner des pertes humaines supplémentaires parmi les sauveteurs. Le risque est injustifié. Il est donc fort probable que Natalia restera là-haut, dans les montagnes, pour toujours. Mais ce n'est pas encore la fin de l'histoire. Natalia a laissé un fils adulte. De nombreux médias, probablement pour accentuer l'effet dramatique et augmenter la cliquabilité des titres, ont écrit que « le garçon est resté orphelin ». Regardez, quels parents irresponsables, partis en montagne en abandonnant leur enfant. Bien sûr, la perte des 2 parents est une tragédie immense et irréparable pour n'importe qui. J'exprime mes plus sincères et profondes condoléances à la famille. Mais le fils de Natalia et Sergueï Nogovitsin avait 27 ans au moment des faits. C'est un homme adulte et indépendant. Le qualifier de garçon ou d'enfant est assez difficile et incorrect. La question n'est pas terminologique. Après la mort de Natalia et la fin des opérations de sauvetage massives et coûteuses,
Une question financière aiguë s'est posée, soulevée par les médias et les juristes. Natalia Nogovitsin était assurée avant son voyage pour un montant de 35 000 $ américains, une assurance standard pour les ascensions en haute altitude. Mais les opérations de sauvetage, avant même d'atteindre leur triste conclusion, et sans parler de la descente hypothétique du corps, ont coûté plus de 60 000 $ au budget du Kirghizistan et à diverses organisations. Les hélicoptères, le carburant, le travail des pilotes, la rémunération des sauveteurs, l'aide médicale aux blessés, l'évacuation, tout cela coûte de l'argent. Et pas qu'un peu. La différence manquante de 25 000 $ doit être payée par quelqu'un selon la loi. La question est, qui exactement? Des titres provocateurs ont commencé à apparaître dans les médias, du style « Le fils de l'alpiniste décédé devra payer une énorme dette pour l'opération de sauvetage ». Dans les groupes Telegram d'alpinistes et les forums juridiques, des personnes compétentes en droit ont expliqué la situation. Selon elles, c'est en principe juridiquement possible et même probable. Si une personne accepte officiellement la succession d'un parent décédé, elle hérite automatiquement non seulement des biens et des actifs, mais aussi de toutes les dettes et obligations financières impayées du défunt. C'est une norme de base du droit des successions, en vigueur dans la plupart des pays de l'espace post-soviétique. Par conséquent, le fils de Natalia Nogovitsina pourrait théoriquement se voir présenter une facture pour le paiement de cette somme importante s'il décide d'accepter l'héritage de sa mère. Mais tout cela ne reste pour l'instant que des opinions d'experts non confirmées, des raisonnements de juristes sur Internet et des titres de presse à sensation, et non des décisions de justice officielles. Si je dois donner mon avis personnel, le pic Pobeda est sans aucun doute et sans équivoque le sommet le plus techniquement complexe, dangereux et imprévisible du territoire de l'ex-Union soviétique. Ce n'est pas juste une haute montagne, c'est un itinéraire objectivement mortel, même pour des alpinistes professionnels très expérimentés. Dans les commentaires sous les nouvelles de la tragédie de Natalia, on trouvait constamment les sarcasmes typiques des experts de canapé. Pourquoi y est-elle allée? C'est de sa faute si elle est morte. Elle n'avait qu'à pas mettre les pieds là où on ne lui demandait rien. Il ne fallait pas dépenser d'argent pour la sauver, elle a choisi son destin. Et ainsi de suite. Je ne partage pas et ne soutiens absolument pas ce cynisme. Un être humain, un adulte libre, est le maître de sa propre vie. Il prend lui-même en conscience les décisions concernant les risques qu'il juge acceptables pour lui-même. Natalia Nogovitsina n'a pas dirigé les opérations de sauvetage, n'a pas organisé l'opération, n'a personnellement appelé personne à venir la sauver, n'a pas exigé d'aide. Elle s'est simplement retrouvée en détresse. Et ces personnes qui sont allées aider une autre personne en détresse, l'Italien Luca, l'Allemand Günther, les sauveteurs russes, les pilotes d'hélicoptères, tous ont également pris de manière autonome et consciente la décision de risquer leur propre vie. Ils l'ont fait volontairement, par conscience, par humanité. Personne ne les y a contraints par la force. Si l'on regarde la situation d'un point de vue purement technique et froid, du point de vue de l'alpinisme, les chances de Natalia d'être réellement sauvée étaient dès le départ pratiquement nulles. Tous les alpinistes de haute altitude expérimentés l'ont parfaitement compris depuis le début. L'essentiel de l'agitation médiatique, du battage et de la résonance publique a été créé par les médias. Comment est-ce possible? Une alpiniste russe est bloquée en altitude, elle se meurt et les sauveteurs ne peuvent pas la descendre. C'est un scandale, de la négligence. Mais pour les personnes qui sont ne serait-ce qu'un peu liées à l'alpinisme de haute altitude, tout était absolument clair et compréhensible dès le début. Même un groupe de 10 des alpinistes de haute altitude les plus expérimentés, forts et acclimatés, n'aurait pas pu la descendre manuellement. D'autant plus qu'il leur aurait fallu au moins une semaine pour l'atteindre dans des conditions extrêmement difficiles. L'hélicoptère spécialisé nécessaire, capable d'opérer à plus de 7000 mètres, n'existait tout simplement pas au Kirghizistan. Tout le reste relève des décisions personnelles de personnes spécifiques. Dressons le triste bilan de l'opération. L'alpiniste italien Luca Sinigalia, 39 ans, décédé. L'Allemand Günther Siegmund est dans un état extrêmement grave à l'hôpital de Bichkek,
très probablement avec de graves gelures irréversibles aux extrémités et une possible amputation des doigts des mains et des pieds. Le pilote de l'hélicoptère Mi-8, avec une fracture par compression de la colonne vertébrale, une invalidité est pratiquement garantie. 6 autres personnes de l'équipage et des sauveteurs avec diverses blessures au dos, aux côtes, aux membres, suite à l'atterrissage d'urgence brutal de l'hélicoptère sur la pente. Vitali Akimov, avec une blessure à la colonne vertébrale subie lors du crash, qui a héroïquement tenté de continuer à diriger l'opération jusqu'à ce que son corps lâche complètement. Dmitri Grekov, qui a pris les décisions finales, a agi de manière absolument correcte du point de vue du bon sens et de la responsabilité en ordonnant au dernier groupe de secours de faire demi-tour et de redescendre immédiatement. Car sinon, Vitali Akimov, qui s'était obstinément lancé dans une ascension des plus complexes avec une grave blessure au dos, risquait lui-même de rester pour toujours dans les montagnes, allongeant la liste des morts. Peut-être que cette opinion paraîtra étrange, politiquement incorrecte, ou même scandaleuse pour ceux qui aiment se lamenter dans les commentaires « Oh là là, quelle mauvaise femme, irresponsable, pourquoi est-elle allée en montagne? Il ne fallait pas du tout gaspiller de ressources pour la sauver. » Mais je suis fermement convaincu de ce qui suit. Un être humain a le droit fondamental de vivre comme il l'entend, de mourir selon les circonstances, de tout miser dans ses projets personnels, tout ce qu'il juge personnellement acceptable, y compris sa propre vie. C'est un droit fondamental de l'individu libre. Je répète pour ceux qui n'ont pas bien entendu la première fois, absolument toutes les personnes qui ont, d'une manière ou d'une autre, participé aux tentatives de sauvetage de Natalia Nogovitsina l'ont fait de leur plein gré, en toute conscience. Elle n'a personnellement pas dirigé les opérations de sauvetage, n'a pas élaboré les plans de l'opération, n'a appelé personne personnellement à risquer sa vie pour la sauver. Les gens ont eux-mêmes, chacun individuellement, pris la décision quant au risque qu'ils jugeaient acceptable pour eux-mêmes. Je tiens à exprimer une fois de plus mes plus sincères et profondes condoléances à tous ceux qui ont personnellement connu Natalia Nogovitsina, étaient ses amis, ont grimpé avec elle en montagne. Loin de moi l'idée d'avoir voulu, par ce texte, offenser la mémoire de la défunte, et j'espère vivement avoir réussi à le transmettre correctement. Je souligne une fois de plus pour l'objectivité, cette reconstitution des événements peut tout à fait contenir des inexactitudes factuelles, des détails insuffisamment vérifiés, des erreurs de chronologie. Avec le temps, des informations plus fiables provenant des participants directs apparaîtront certainement. Mais au moment de la préparation de ce texte, toutes les informations disponibles dans les sources ouvertes qui ont pu être recueillies et vérifiées y sont rassemblées.